Bonsoir à tous. Et puis merci d'être venus nombreux à la médiathèque pour ce premier lundi de la mer de 2018. Donc l'espace des sciences Maison de la Mer est vraiment ravi d'être accueilli ici dans cette salle pour commencer son programme des lundis de la mer, de ces conférences qu'on organise une fois par mois. Et puis ce soir, on accueille Nathalie Bourgougnon, qui est professeure à l'Université de Bretagne Sud et qui travaille au laboratoire de biotechnologie et chimie marine. Et donc on va plonger avec elle dans l'univers des algues. On va la laisser nous raconter tout ça et puis on prendra du temps aussi pour échanger avec elle, poser vos questions. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à l'issue de sa présentation de nous interpeller. On viendra vous apporter le micro pour qu'on vous entende bien. Bonne séance et puis à tout à l'heure. Bonsoir à tous, très bonne année. Donc je suis Nathalie Bourgougnon, effectivement je suis au laboratoire biotechnologie et chimie marine, c'est un laboratoire de l'Université Bretagne Sud qui est à la fois sur les sites de Vannes, Lorient et également Quimper, parce qu'on a des Brestois de l'Université Bretagne occidentale qui ont rejoint notre équipe récemment. Donc effectivement, donc ce soir je vous fais présenter une conférence autour des algues et de la santé. Comme je disais tout à l'heure à Anaïg, on s'est un peu emballé sur l'instant, c'est-à-dire on s'est dit algues et santé, puis en santé, il y a beaucoup de choses autour de la santé, santé animale, végétale, santé humaine. Donc du coup, je vais essayer de vous dresser un panorama de tout ça. Donc je vous ai mis juste pour introduire un petit peu le thème des algues. Donc je vous ai mis quelques photos là sur cette première diapositive où il y a pas mal de choses, des choses que vous connaissez. Alors déjà la photo centrale, c'est une photo d'Anne-Gaëlle Jacquin qui a fait sa thèse à l'UBO et avec laquelle j'ai travaillé quelques années. Donc c'est une belle photo des algues de Bretagne. Sur la droite, vous avez, j'ai essayé de mettre en fait sur cette diapo des éléments clés voilà, ce qui nous fait penser à algues dans le monde. Donc vous avez l'aspect thalassothérapie avec la jeune femme. Juste en dessous, vous avez une ferme d'algues cultivées dans un pays asiatique. Juste en dessous, vous avez des maquis. Par contre, au-dessus, tout en haut, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez des hommes sur un bateau et puis une espèce de mer un peu marron. Alors ce sont des radeaux de sargasses dans la mer des Sargasses. Voilà. Après, je vous ai mis une petite photo plutôt historique pour rappeler le travail des goémoniers en Bretagne. Alors une petite, alors je ne sais pas si on la voit bien, si vous le voyez bien sur l'écran. Donc ce sont les fameux carragénanes, je vous en parlais tout à l'heure, qui sont des gélifiants extraits des algues. Vous avez ce qui fait un petit peu la une actuellement dans tous les congrès, dans de très nombreuses publications, c'est la culture de microalgues à des fins de biocarburants. Donc ça, j'en parlerai très très peu parce que c'est pas trop ma spécialité. Puis je vous ai mis un petit peu le côté obscur de la force avec l'aspect algues invasives dont je parlerai pas beaucoup, très très peu. Mais bon, ça existe aussi autour. Les algues sont aussi associées à cette image-là. Alors juste pour commencer la conférence, je voulais un petit peu revenir sur l'océan. Alors pendant très 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 longtemps, on a pensé que les océans apparaissaient un petit peu comme des espaces de vie un petit peu pauvres, comparés aux zones émergées, alors que dans ces océans, vous avez une diversité d'organismes qui est assez incroyable, que ce soit des bactéries, des algues, tous les invertébrés. C'est un milieu qui est très riche, avec une diversité à la fois génétique, physiologique, biochimique, qui est beaucoup plus importante finalement que sur la terre ferme. Et notamment par l'existence de phylums qui sont bien spécifiques. Alors, je vais vous en donner quelques exemples tout à l'heure. Un milieu qu'on connaît très très peu dans l'océan, c'est tout ce qui est en fait relatif aux bactéries, aux champignons marins, aux virus. Ça, c'est un monde qui est très peu exploré, donc on connaît soi-disant que 1%. Alors je vous ai mis le petit bateau de Tara, puisqu'il est parti de l'Orient, donc c'était un clin d'œil à cette expédition. Cette grosse expédition à travers le monde, justement, devrait répondre à quelques questions sur tout l'univers des micro-organismes qu'on connaît vraiment très très peu. Voilà, par contre, toutes les formes de vie connues sont apparues dans l'océan et s'y trouvent encore. Et donc la biodiversité, ce que je vous disais tout à l'heure, est beaucoup plus importante dans les océans que sur la Terre.
Donc là, je vous ai mis quelques exemples de micro-organismes, algues et d'invertébrés qui sont soit majoritairement ou exclusivement marins. Donc vous voyez en rouge, ce sont des phylums, des embranchements qui sont vraiment marins. Donc Prochloron et Trostochitrides là pour les micro-organismes. Donc les uns sont photosynthétiques, les autres ne le sont pas. Les algues, vous avez vraiment les rouges et les brunes qui sont exclusivement liées au milieu marin. Et puis parmi les invertébrés, vous avez des exemples d'embranchements qui sont typiquement marins. Donc juste pour vous donner quelques exemples, par exemple les échinodermes, là vous avez un joli oursin donc c'est un groupe qui est typiquement marin. Je vais assez vite là. Les cnidaires, c'est l'organisme qui est rouge face à vous. Vous avez les bryozoaires qui appartiennent typiquement au milieu marin. Une belle éponge qui est jaune. Une acédie qui est un petit peu déformée. Donc voilà typiquement des embranchements qui sont franchement marins. Et donc vous avez des algues brunes. Des algues, les premières sont des algues rouges, des algues brunes et enfin des algues vertes mais qui ne sont pas exclusivement marins. Alors, juste avant de partir un peu sur les aspects biologie santé, je vous ai remis ici quelques éléments clés concernant les algues. Donc, pendant très longtemps, les scientifiques, les botanistes et puis les chimistes des substances naturelles, ils ne sont pas vraiment intéressés aux algues parce que c'était des végétaux dits inférieurs. Ce n'était pas très noble de travailler sur les algues. On s'intéressait plutôt aux végétaux supérieurs et aux substances qu'ils pouvaient trouver chez les végétaux supérieurs. Effectivement, les algues appartiennent, alors je l'ai mis en rouge, parce que c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, mais c'est ce qu'on appelait, on disait que les algues appartenaient aux thalophytes. Thal, ça vient d'un mot latin, je pense, ou grec, ça veut dire lame aplatie. C'est-à-dire que les algues, elles ne présentent pas de tige, pas de racines, pas de feuilles. Vous n'avez pas de système conducteur de sève comme dans les arbres. Donc même si cette petite algue rouge ici, qui est Delesseria sanguina, vous apparaît comme une petite feuille avec des nervures, une nervure principale et des nervures secondaires, ça n'a rien à voir avec une feuille d'un végétal supérieur, ce n'est pas un angiosperme. Donc effectivement, ce sont des végétaux qui ne sont pas très très évolués. Donc on ne s'intéressait pas tellement à eux. C'est les premiers végétaux qui sont apparus sur la Terre, au Précambrien. Ils sont doués d'une très grande plasticité écologique. Vous allez retrouver des microalgues à peu près dans tous les écosystèmes. Voilà, je vous ai mis premier maillon de la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Environ 10 000 espèces de macroalgues cette fois-ci, avec une dominance d'algues rouges. Donc vous verrez sur la conférence, je vais vous parler principalement de macroalgues. Donc les macroalgues, c'est les grosses algues que vous rencontrez sur l'estran quand vous vous promenez sur la plage. Donc, et les microalgues, c'est des algues unicellulaires. Vous voyez un petit peu la différence? Voilà, donc toutes les photos que vous avez sur cette diapo, ce sont des microalgues. Alors la diapo suivante, c'est juste un petit clin d'œil pour vous montrer justement la grande plasticité écologique de ces microalgues. Microalgues cette fois-ci, donc vous les retrouvez, vous voyez, en haut de glaciers, comme cette petite algue. Alors c'est une algue verte, mais elle est tellement stressée par la glace qu'elle synthétise des carotènes et elle devient rouge, et donc vous avez le glacier qui est un petit peu rouge. Alors j'ai mis aussi alors je ne sais plus, c'était pas vraiment un singe, mais qui a dans ses poils des microalgues qui vivent en symbiose avec lui. Et ils vivent en équilibre l'un avec l'autre. Vous retrouvez les microalgues également sur les murs de certaines maisons. Et puis l'affreuse photo qui n'est pas très claire ici, c'est juste pour vous dire que vous avez certaines microalgues qui peuvent vivre jusqu'à 80 degrés, donc dans des conditions très extrêmes. Donc globalement, microalgues avec une grande plasticité écologique. Ah bah oui, je vois bien pourquoi ça marche pas, parce que j'ai pas mis le... Voilà, donc là je vous ai mis un petit arbre parce que je le trouve très joli. Il y a plein d'illustrations différentes des différents embranchements des algues qui existent. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais celui-là est très sympa parce qu'il est tout en couleur. Donc juste pour vous montrer que les algues vertes, voilà, les algues rouges se situent, vous voyez, juste là. Et elles sont liées de façon assez proche aux algues vertes, qui sont
elles-mêmes liées. Vous voyez, algues vertes, elles sont ici, avec les charophytes, qui sont aussi des algues très proches des plantes supérieures. Et ici, vous avez les algues rouges. Donc, algues vertes et algues rouges, elles ont un ancêtre commun. Et donc, à l'opposé, je ne sais pas, ça saute. Bon, à l'opposé, ici, vous avez les algues brunes. Donc, quand vous vous promenez sur l'estran, souvent, même si vous êtes un petit peu naturaliste, le premier coup d'œil, vous repérez, c'est algues brunes, algues vertes, algues rouges. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que vertes et rouges sont un peu liées, et puis les algues brunes sont beaucoup plus éloignées. Alors, je vous ai... voilà pour la petite introduction sur les algues. Je voulais vous recadrer un petit peu au niveau historique. Quelques diapos. Alors là, ce sont des photos que j'ai empruntées à Guy Prigent. Alors peut-être que vous le connaissez, c'est un breton qui est ethnologue et qui a travaillé pendant longtemps sur les algues. Donc je lui ai piqué quelques photos. Alors donc on utilisait les algues depuis la préhistoire. Il y a des traces de consommation des algues au Japon. On les retrouve aussi comme monnaie marchande, taxe à l'empereur. Puis à l'Antiquité, vous avez déjà des utilisations de certaines algues en cosmétique, le pourpre de Tyr à partir de Rito floea, donc c'est la petite algue rouge qui est à droite ici, où on faisait du fard à partir de Plocamnium vulgare, qui est à gauche, qui est assez facile à trouver sur nos côtes. Au XVIe siècle, on utilisait les cendres des algues comme amendement dans les champs. Vous avez dû en parler de ça. On retrouve en Bretagne Nord des fours dans lesquels on brûlait les algues. Vous avez également toute l'industrie du verre, avant qu'un type qui s'appelait Leblanc ne découvre le principe chimique de transformer le chlorure de sodium en carbonate de sodium. Eh bien, on récupérait le carbonate de sodium ou de potassium, enfin surtout de sodium, à partir des algues. Donc il y avait pas mal d'entreprises qui étaient nées tout autour de l'estran et qui brûlaient les algues pour récupérer le carbonate de sodium pour fabriquer le verre. Je vous montrerai quelques photos après. Donc un peu plus tard, on utilisait les stipes de laminaires. Alors vous voyez les laminaires, je vous remonte très rapidement. Les laminaires, c'est ces grandes algues brunes que vous voyez souvent échouées sur la plage, qui apparaissent aux très grandes marées, donc qui ont une partie un peu basale. Alors on pourrait croire que c'est des racines, mais ça n'en sont pas. Vous avez une partie qu'on appelle le stipe, comme une tige, mais ça n'en est pas une. Et puis une partie assez découpée ici, qui est la fronde. Donc on retrouve dans certaines pratiques, voilà, on utilisait les stipes de laminaires pour dilater les fistules et le col de l'utérus chez les femmes qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. Et donc vous les trouvez toujours commercialisés ici. Voilà, vous avez les stipes de laminaires qui sont commercialisés dans certains pays asiatiques. On soignait aussi le goitre avec les laminaires et les fucus. Et puis on pouvait utiliser les algues comme alternative au fourrage dans les périodes de disette. Alors quelques illustrations ici. Vous avez un célèbre livre chinois qui consacre un chapitre entier aux bienfaits des algues. Vous avez ici cette vieille illustration. Alors on est cette fois-ci pas en Asie, mais on est sur le continent sud-américain, chez les Aztèques. Alors là, c'est pas de la culture, c'est pas des macroalgues, c'est de la culture de spiruline, qui sont très riches en protéines. Et puis là, vous avez des exemples au début du siècle, là, en Nouvelle-Zélande, de culture d'algues brunes. Alors, une photo pour illustrer les alternatives au fourrage. Ici, vous avez une vache qui déguste des algues sur la plage. Et puis là, vous avez des vieilles diapos, enfin des vieilles cartes postales avec les fours. Donc là, c'est au Conquet. Là, je ne sais plus où exactement c'est, en Orphinismer, où donc on brûlait les algues pour récupérer donc les cendres et donc élaborer le verre. Donc la fabrication, vous avez la grande galerie des glaces à Versailles qui a été réalisée à partir d'algues. Voilà, d'autres... on continue un peu dans la chronologie. 1717, c'est une date assez importante puisque
on voit dans les écrits que ça serait les premiers essais de culture de Porphyra qui auraient été réalisés à cette époque-là. Donc Porphyra, c'est l'algue rouge, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est celle qui entoure les naquis. Enfin, elle est tellement rouge qu'elle vous apparaît noire, hein, il y a des exemples devant. Donc c'était à cette époque-là, c'était vraiment du bouturage comme on fait à la maison, c'est-à-dire qu'on prenait un petit bout de Porphyra, on l'accrochait sur une cordelette, et puis un peu plus loin on mettait un autre petit bout, etc. Et donc vous aviez chaque petit bout d'algue redonnait un individu comparable au pied de départ. C'était vraiment du bouturage. 1774, on retrouve dans les écrits l'utilisation des algues comme combustible, hein, en Bretagne et puis aussi en Irlande. 1811, vous avez les applications de l'iode, soit comme teinture d'iode antiseptique ou comme iodure d'argent pour la photo. Donc ça, ce sont des données que j'ai extraites d'un livre qui est somptueux, que j'ai vu qui était à l'accueil, hein, enfin à l'entrée, le livre d'Arzel sur les goémoniers. Ce sont des données que j'ai piochées dans ce livre-là, qui est assez remarquable. C'est un chercheur qui est à l'Ifremer de Brest. Alors je vous ai mis aussi l'exemple du Chondrus crispus, blanchi au lait. Alors le Chondrus crispus, c'est une petite algue rouge que vous trouvez sur l'estran chez nous, qui est assez facile à reconnaître, qui est ici, qui fait des reflets bleus dans l'eau. Et donc quand vous la trempez suffisamment longtemps dans le lait ou dans de l'eau, vous avez les fameux sucres qui sortent de l'algue et vous pouvez faire vos yaourts ou vos flans à la maison. Il y a pas mal de Bretons qui font encore ça. J'ai des étudiants dont les grands-mères font encore ça. Voilà. Alors les années 60 marquent le début vraiment d'utilisation des algues dans les farines, et à partir des années 80, vous avez le boom des fameux hydrocolloïdes ou phycocolloïdes. Donc ce sont ces fameux sucres dont je vous parlais, qui sont extraits des algues et qu'on va utiliser comme gélifiant ou épaississant. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, vous avez entre 11 et 20 millions de tonnes en gros d'algues qui sont récoltées chaque année. J'ai mis 11 à 20 parce que selon la littérature, un coup c'est 11, un coup c'est 15, un coup c'est 20, donc je vous ai mis large, hein. Voilà, ce sont des algues qui viennent principalement de Chine, Corée, Japon, les 3/4 de la production, et ce sont une biomasse, hein, qui vient principalement de l'aquaculture, c'est-à-dire que les 4% qui restent, ce sont les algues sauvages qui sont récoltées à la main ou par des bateaux. Donc là, je vous ai mis une illustration de l'aquaculture. Ce sont des photos magnifiques qui ont été prises aux Zanzibar, et c'est un reportage sur la culture des algues. Je crois que c'était du gélidium, hein, pour les agar-agar, donc pour la production de colloïdes, hein, de sucre. Et il y avait des magnifiques photos sur les femmes. Voilà quelques illustrations, hein, que j'ai encore pris à Monsieur Prigent sur justement le travail des femmes au début du siècle en Bretagne. Et puis je vous ai mis une star que je trouve complètement étonnante, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Scarlett Lecor. Déjà avec un prénom comme ça, c'est super chouette quand même. Lecor en plus, c'est voilà, donc qui fait encore de la récolte voilà, d'algues sauvages, et elle fait un travail que je trouve absolument étonnant. Petite diapo pour vous montrer un petit peu que l'utilisation des algues à la fois en Bretagne et à travers le monde. Donc on commence par le monde. Vous voyez qu'ici, globalement, en 2011, 75% de la collecte des algues servent à l'utilisation des algues comme légumes. Et puis vous avez 13% comme colloïdes, donc les fameux gélifiants dont je vous parlais tout à l'heure. Et le dernier pourcentage, c'est tout le reste, c'est-à-dire amendement, la chimie, la cosméto. Et quand on se tourne vers l'Europe, vous voyez que les couleurs sont complètement inversées. En Europe, on s'intéresse surtout à tous les aspects gélifiants, épaississants, donc les colloïdes. Vous avez une part importante de tout ce qui est cosmétique, agriculture, et puis une partie assez restreinte liée à l'utilisation des algues comme légumes. Voilà, donc vous le voyez ici, vous voyez qu'en 2015, la tendance a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'à travers le monde, la consommation en termes de légumes a un peu baissé. Hein, vous voyez, on était à 75, elle est apparue à 39%, et ce sont les colloïdes qui ont pris un petit peu la main sur l'utilisation des algues. Alors est-ce que c'est lié? J'ai pas de réponse, hein, mais c'est peut-être lié au phénomène au Japon, là, avec
les explosions, etc., radioactives. Et comme le Japon est un pays phare pour la culture des algues, ça a dû diminuer un petit peu. Voilà, alors je vous ai mis ici c'est des données que vous connaissez probablement. Donc la France se situe à la 9e position mondiale avec 90 000 tonnes de récolte d'algues par an. On est le 2e européen derrière la Norvège. Ça se fait presque exclusivement en Bretagne. Vous avez des spots au niveau du Pays Basque. Donc en Bretagne, à peu près, il y a 70 000 tonnes d'algues qui sont récoltées par an. Alors je ne les connaissais pas par cœur, mais il y avait principalement des algues de rive et puis le reste au large et un petit peu de culture. Voilà. Bon, une donnée qui est assez courante aussi, vous avez assez connue, vous avez le rapport entre export et import, et vous voyez que c'est la Chine qui est le pays phare. Voilà, d'import et puis un petit peu export. Et puis quand on descend, vous voyez l'Indonésie qui est un des grands pays producteurs d'algues. Donc j'essaie d'aller vite parce que voilà. Donc première application directe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand même dans le monde, c'est l'algue comme légume. C'est le premier débouché mondial jusque dernièrement. Alors je vous ai mis quelques illustrations ici avec des plats et quelques infos. Donc les principaux pays consommateurs sont la Corée, Japon, la Chine, l'Indonésie. Vous avez les Philippines également et certains pays d'Amérique du Sud. Voilà, on dit que la consommation japonaise est entre 7 à 9 kilos frais par an et par personne. Et par comparaison, donc en France, on aurait la consommation de salade, pas d'algues, de salade, est de 7 kilos par an et par personne. Donc vous pouvez voir un petit peu, comparer un petit peu tout ça. Et là, je vous ai mis des diapos que j'ai récoltés un peu avec des collègues au travers le monde. Donc vous voyez, au Japon, une forte utilisation des algues, donc Porphyra, Laminaria, Undaria. Vous verrez, on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, avec donc c'est une photo prise au supermarché. Vous avez vraiment des endroits très très riches concernant que les algues. C'est pas des voilà, là c'est des glaces, c'est de la bière en Jamaïque. Vous avez d'autres exemples ici au Chili. Donc vous avez la Durvillaea qui est ici, juste devant, et qu'on vend sur les marchés ici pour faire des soupes. Donc c'est le Cocha Yuyo et qu'on m'avait ramené du Chili. Voilà, au Pays de Galles. Alors il y a un peu de tout, du pâté, des tisanes, de la soupe. Voilà, vous avez plein de formules. Je vous ai mis une belle assiette ici avec du chondrus. Donc c'est l'algue dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une algue rouge, mais vous avez des Canadiens qui, avec des procédés de culture et en modifiant un petit peu le milieu de culture, arrivent à transformer ce chondrus en rouge, en jaune et en vert, et du coup ils jouent sur les couleurs pour le marketing. Donc en France, et donc vous avez une quinzaine d'algues qui sont autorisées à la consommation, donc je pense que vous les connaissez peut-être les uns et les autres si vous vous intéressez à la consommation d'algues. Donc sur cette diapo, c'est une petite synthèse de toutes les algues brunes. Donc vous avez Ascophyllum nodosum qui est ici. Vous avez des fucus là, Imentalia elongata qui est juste dessous, qu'on appelle souvent les haricots de mer. Après vous avez Undaria qui est ici. Et puis j'ai pas remis les laminaires, mais c'est celles qui ont les crampons, le stipe et la grande lame. Voilà, avec les noms qu'on utilise dans le langage classique, les spaghettis de mer, wakame, kombu. Petite diapo, là on est dans le rouge, cette fois-ci avec Palmaria palmata, qui est à gauche, Porphyra umbilicalis, qui est juste ici, et puis vous avez un joli chondrus et Gracilaria verrucosa, qui est à droite. Alors vous les connaissez sous le nom de dulce, nori, pioca. Les algues vertes, donc vous avez les fameuses ulves, entéromorphes également, qui sont plus filamenteuses, mais qu'on rejoint depuis le genre des ulvas. Et puis vous avez 2 microalgues qui sont autorisées à la consommation, la fameuse spiruline, qui est une cyanobactérie, c'est une bactérie en fait, et Odontella, qui est une diatomée. Donc juste pour vous montrer, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet européen et qui est soutenu par un énorme programme qui s'appelle Idealgue.
Donc ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à l'équipe d'AgroCampus qui travaille beaucoup sur le volet alimentaire. Et vous avez l'illustration de l'utilisation des algues qu'on fait plutôt en France et surtout en Bretagne. Je suis auvergnate, croyez-moi, ces produits, il n'y en a absolument pas à Clermont. Ils sont introuvables. Et puis pour faire manger des algues aux Auvergnats, c'est quelque chose. Donc voilà, vous avez quelques illustrations ici. Donc c'est un gros travail que l'équipe de recherche a réalisé sur justement l'utilisation des algues dans différents produits, les épices, j'ai mis moutarde, confiture, vous avez des soupes. Donc c'est des choses qui sont vraiment présentes en France. Donc ça, c'était le côté alimentation humaine. Je vous ai rajouté une petite diapo hier soir concernant l'alimentation et la santé animale. Parce que, bon, il y a certains animaux et des animaux de culture qui mangent les algues. Donc je vous ai mis une illustration ici, puisque c'est quand même une entreprise qui est en Bretagne, qui s'appelle France Halieutis et qui produisent des ormeaux. Et les ormeaux, ils mangent des algues. Donc quand ils sont très jeunes, ils mangent plutôt des algues vertes, et quand ils sont un peu plus âgés, ils mangent de la palmaria, qui est l'algue rouge sur la droite. Je vous ai remis une autre illustration aussi parce que c'est un joli travail et c'est une entreprise encore bretonne qui fait beaucoup parler d'elle dans la presse et qui travaille aussi bien en santé végétale que animale. Donc là, je vous ai mis un exemple de santé plutôt animale. Donc ce sont des produits qui sont basés à partir d'un actif qu'ils appellent l'amadéite, qui est un mélange d'argile et de sucre. J'ai simplifié sucre, ce sont les sucres dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans la paroi des algues. Et il se trouve que cet ensemble-là qu'ils ont breveté présente certaines activités biologiques et il a été montré qu'il stimulait les défenses immunitaires des animaux, qu'il améliorait la résistance aux maladies. Donc ce sont des produits qui sont utilisés en préventif. Donc ça, c'est la société Olmix, c'est le fameux produit amadéite. Là, je vous ai mis quelques illustrations, là encore en alimentation. Donc vous retrouvez des algues pour leur richesse en vitamine C et B2 dans des produits pour les poissons, pour les oiseaux. Là, c'est même chose, ce sont des aliments pour les poissons d'aquarium. Alors pourquoi manger des algues? Est-ce qu'il y a un potentiel en santé? Donc sur cette petite diapo, c'est juste pour vous résumer, c'est vraiment un peu râler pâquerette, mais vous avez une présentation de la composition des algues. Donc vous voyez qu'elles sont quand même très riches en sucre, il y a environ 53%, en protéines 20%, minéraux 25%, et puis une part très faible en lipides. Donc fibres, minéraux et protéines. Et puis vous allez y retrouver pas mal de ce qu'on appelle des métabolites secondaires avec de nombreuses activités dont je parlerai un peu plus tard. Donc il ne faut pas que vous preniez ce diagramme comme quelque chose de figé, c'est-à-dire que ces quantités de sucre, protéines, minéraux, même lipides, varient énormément selon l'endroit géographique que vous êtes. Les conditions de croissance, le stress, donc tout ça varie énormément. Si un jour vous voulez monter votre entreprise et vous voulez vendre des algues comme riches en protéines, surtout il faut que vous fassiez une étude avant, chaque mois, vous regardiez la quantité de protéines et si ça se reproduit bien d'une année à une autre. Alors, je vous ai mis quelques exemples, je n'ai pas mis tout ce qu'on connaît, mais alors quelques exemples sur les minéraux qui peuvent représenter jusqu'à 40% de la matière sèche sur certaines algues. Vous avez une grande diversité de minéraux rares et assimilables, des macros et des micro-éléments. Voilà, et donc que ça soit aussi bien chez les algues vertes, brunes ou rouges, une grande quantité de minéraux. Donc là, j'ai essayé de reprendre toujours un petit peu les mêmes algues. Donc l'algue verte qui est à gauche, c'est l'ulva, c'est la fameuse laitue. Celle du milieu qui vous apparaît verte, mais qui ne devrait pas, c'est une algue brune, c'est Undaria, le fameux wakame. Et puis là, à droite, c'est le Palmaria palmata, c'est la dulce. Alors juste sur les minéraux, je vous ai mis l'exemple du calcium, parce que la Commission européenne recommande que les femmes enceintes, les adolescents puissent avoir quotidiennement une certaine dose de calcium. Voilà, il faut manger le calcium.
Donc globalement, en France, il n'y a pas tellement de problèmes, peut-être sur cette population-là, mais bon, voilà, il faut avoir sa dose de calcium, c'est normal, on est un pays riche où il faut boire du lait, donc tout ça c'est un petit peu médiatique. Mais bon, sachez que globalement, les algues ne sont pas forcément très riches, les macroalgues en calcium, vous pouvez en avoir jusqu'à 7% de calcium, hein, c'est la première ligne en haut. Sauf chez chez une algue qui est assez étonnante, qui est une petite algue encroûtante, une algue rouge qu'on appelle le merle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai dans mon panier. Des petits cailloux, des algues rouges hein, qui ont une paroi riche en calcium. Donc chez cette algue-là, vous pouvez en trouver entre 25 et 34%. C'est une des algues les plus riches en calcium. Alors pendant longtemps, on l'a récoltée par grand fond en Bretagne et puis sa récolte a été stoppée hein, parce qu'elles ont ravagé en fait les fonds sous-marins quand on venait gratter pour la récupérer. Par contre, vous avez une algue comme le wakame, donc une algue brune, qui contient 10 à 20 fois plus de calcium que le lait. Voilà, après c'est pas le même goût, hein, mais voilà. Donc un petit exemple pour le calcium, un petit zoom sur les protéines parce qu'effectivement, les algues, vous avez vu, à peu près 20% en moyenne de leur richesse en protéines. Alors, rebelote, hein, je vous ai repris toujours les mêmes exemples. Palmaria palmata, c'est la dulce. Je pense que c'est celle-là, j'ai un petit doute. Porphyra, c'est l'algue qui entoure votre sushi. Ulva, c'est la laitue de mer. Undaria, c'est le wakame, l'algue brune. Et les laminaires, c'est les longues avec le stipe. Donc vous voyez que chez ces algues-là, la teneur en protéines, elle peut varier hein, jusqu'à 35-47% chez Porphyra, c'est de toute manière celle qui en contient le plus. Donc il y a autant de protéines hein, chez les Porphyra que le poisson ou un œuf au plat. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'une part la richesse en protéines, mais également la présence d'acides aminés qui sont essentiels. Juste une petite diapo là encore pour vous montrer qu'il y a d'énormes variations. Hein, si vous voulez lancer votre entreprise sur la culture des algues pour produire des protéines, méfiez-vous hein, des variations saisonnières. Donc ça, c'est une diapo que m'a donné Joël Florence. Joël, c'est un homme qui est à l'université de Nantes et qui est vraiment un des pionniers dans la connaissance des protéines chez les algues. Il a fait énormément, il était d'abord au CEVA, au Centre d'études et de valorisation de la mer, puis à l'IFREMER, puis à l'Université de Nantes. Et c'est vraiment un des premiers Français qui s'est intéressé aux algues à travers les protéines. Donc là aussi, c'est un petit tableau que j'ai pris dans ces travaux. Vous avez ici la liste des acides aminés. Vous retrouvez les algues ici, les mêmes dont je vous parlais tout à l'heure, les laminaires, le wakame, les ulves ici, la palmaria, donc c'est la dulce, Porphyra, c'est votre naki sushi, le chondrus est fait, voilà, hein, que les grands-mères ramassent en Bretagne, enfin, et les plus jeunes. Hein. Et là, vous avez les légumineuses et les olva-albumines. Alors, ce qui est intéressant à retenir avec ce tableau-là, hein, qui est un peu confus et peut-être pas très lisible, c'est que vous avez certains acides aminés essentiels, vous voyez, avec des teneurs qui sont aussi élevées chez les légumineuses que chez les algues. Donc il y a vraiment un atout à travers les protéines et les acides aminés. Un atout santé. Donc là, je vous ai fait un petit zoom sur le Porphyra, c'est vraiment une des algues qui est la plus commercialisée et consommée à travers le monde. Hein. Donc c'est le fameux Porphyra, hein, qui est une algue rouge, hein, mais tellement rouge, hein, voilà, qu'elle vous apparaît noire sur les naki sushi. Grande teneur élevée en bêta-carotène, en vitamine C, en taurine, hein, qui est une protéine qui contrôle le niveau de cholestérol. Teneur très élevée en protéines, iode, phosphore et calcium. Et vous la retrouvez sous plein de formes dans les commerces, hein, sous forme de séchés, flocons. Enfin bon, je vous ai mis plusieurs illustrations que vous avez ici. À Lorient, si vous allez à la Coop Bio, vous en trouverez forcément. Peut-être s'il y a des magasins asiatiques aussi où on peut s'équiper pour faire des naki sushi. Donc le Porphyra, très riche en protéines. Puis vous en avez une petite que je vous ai mis, mais vraiment
parce que c'est une microalgue et c'est une bactérie, hein, mais avec des pigments. C'est la fameuse spiruline. Donc, je vous ai mis plein d'illustrations. Où que vous alliez à travers le monde, vous trouverez toujours des cultures de spiruline. Donc, vous avez la version high-tech avec le beau jeune homme en short avec des bioréacteurs qui cultivent donc la spiruline, et des formes plus rustiques. Alors, il y a Madagascar, il y a en Indonésie. C'est assez facile, hein, si on reprend la photo des Aztèques en introduction, hein, rappelez-vous, on les voyait qui récupéraient les cyanobactéries. Vous faites cultiver vos microalgues, vous laissez l'eau s'évaporer, et donc vous récupérez une galette qui est très très riche en protéines. Hein. Donc on a dit tout à l'heure, Porphyra, ça pouvait monter jusqu'à 45%, la spiruline c'est 70%. Hein, vous la trouvez sur tous les sites internet, elle a énormément d'applications biologiques dans différents secteurs. Moi, je vous conseille, si vous êtes intéressé par manger de la spiruline, achetez-la surtout en gélule, hein, surtout pas en poudre. Hein. C'est immangeable. Hein. C'est vraiment, je pourrais vous faire goûter, c'est ouf. Voilà. Donc voilà, ma mère auvergnate m'a donné pour passer les examens. Hein. J'ai mon médecin à Vannes en mettait dans le biberon de son fils. Donc vous voyez que voilà ce que ça peut donner. D'ailleurs, il fait des études et il a trouvé du travail dans les microalgues. Comme quoi, petite diapo sur les vitamines. Donc là encore, une source importante de vitamines, toujours avec des variations saisonnières. Donc je vous ai mis des exemples, hein, provitamine A, B, C et E. Là aussi avec les quantités recommandées. Hein, pour les vitamines A, C, E et B12. Donc là aussi par l'Europe. Donc je vous ai mis quelques exemples, hein. Le fucus, l'ascophyllum avec leur richesse en vitamines, donc faut se méfier, hein. Toujours pareil avec là où elles ont été récoltées, quelle époque, etc. Donc ces chiffres-là peuvent varier, hein. Ne vous fiez pas trop à ces chiffres-là. Palmaria pour la provitamine A, la Porphyra qui est connue pour sa richesse en vitamine C et B12. Vous avez aussi, c'est bizarre, mais voilà, alors c'est une petite diapo pour vous présenter aussi les pigments. Forcément, hein, vous êtes chez des végétaux photosynthétiques, donc vous allez retrouver une grande richesse en pigments, et notamment en caroténoïdes. Hein, vous avez quelques illustrations à gauche qui montrent énormément d'activités antioxydantes, donc vous allez les retrouver sur tout le marché de la santé humaine et animale en pharmaceutique. Ils sont connus comme antioxydants, comme stimulateurs du système immunitaire. Ils préviennent certains cancers et certaines maladies cardiaques, et on les utilise également, vous les retrouvez comme complément alimentaire pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des MLA et cataractes également. Alors j'avais remis quelques diapos. Donc voilà des illustrations de ces molécules-là à apprendre par cœur. Je vous interroge après sur les formules. Donc juste petite diapo, je passe assez vite sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc avec l'âge, effectivement, vous avez cette partie à l'arrière de l'œil, ici, qu'on appelle la macula, qui peut se déstructurer. Et donc ce qui est intéressant pour la stimuler, c'est de prendre des compléments alimentaires riches en antioxydants. Et donc on retrouve la lutéine, la zéaxanthine qui sont produits par les algues. Donc ça, c'est un marché qui fonctionne bien. Souvent, on utilise plutôt des microalgues que des macroalgues. Donc voilà, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, en fait, on voit une tache noire au milieu de l'œil. Voilà, ils sautent, c'est bizarre. Donc vous les avez ici, hein, c'est des compléments alimentaires. Voilà. Toujours parmi les pigments, vous avez des pigments qui sont très caractéristiques des algues rouges et des cyanobactéries, hein, donc les fameuses bactéries qui ont des pigments. Hein, les algues rouges, en fait, elles ont aussi de la chlorophylle, hein, des pigments verts, mais elles ont tellement de phycobiliprotéines, de ces molécules-là, qu'en fait, elles vous apparaissent rouges quand vous vous promenez. Et donc, ces pigments-là ont été très largement valorisés par l'homme. Donc là, vous avez des ampoules avec le pigment bleu, qui seront plutôt caractéristiques des cyanobactéries, qui est vendu comme antioxydant. Et puis, à partir des algues rouges, on extrait un pigment rouge qui est une des rares molécules extraites des algues qui est commercialisée comme marqueur biologique.
Ce sont les fameuses phycobiliprotéines. Donc les caroténoïdes, on en a parlé tout à l'heure. Bon, je passe assez vite, vous les connaissez bien, hein, vous les retrouvez facilement dans la nature. Voilà quelques exemples que vous allez retrouver également comme compléments alimentaires hein, pour leur recherche en carotène. Voilà, que vous trouvez souvent associés à des pigments qui viennent des carottes. Voilà. Une illustration toujours des algues à travers les molécules antioxydantes et riches en carotène. Donc là, j'ai pris un exemple de microalgue, Haematococcus. Alors c'est assez troublant parce que cette algue-là, c'est une algue verte. Mais quand vous la mettez en condition de stress, eh bien, elle se met à produire énormément de carotène et de glycogène. Et vous avez vos cultures qui passent du vert au rouge. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant chez les algues, c'est-à-dire que les algues au naturel, les algues sauvages, elles vont avoir une composition qui est assez fluctuante selon la saison, mais assez classique. Si vous les mettez en condition de stress, que ce soit une macro ou une microalgue, vous la mettez en culture dans des tanks, hein, l'une ou l'autre, et vous changez un petit peu les conditions de lumière, de température ou d'accès aux nutriments, vous allez bouleverser un peu son métabolisme et puis si vous êtes malin, vous allez les conduire à produire plus de carotène, plus de lipides. Hein, donc c'est des travaux de recherche qui sont énormément développés actuellement par énormément de laboratoires. Ils forcent les algues vers des chemins métaboliques hein, pour produire telle ou telle molécule. Donc ça c'est un exemple très précis. Et l'astaxanthine, vous voyez, elle a un marché incroyable hein, parce que vous allez les retrouver comme composés anti-inflammatoires, antioxydants. On peut l'utiliser également en élevage, en aquaculture, donc elle a énormément de potentiel. Même chose ici, hein, ce n'est pas Haematococcus, c'est Dunaliella, c'est encore une algue verte. Elle est cultivée dans des conditions de stress salin très très fort. Donc vous voyez, température élevée, pH élevé. Là, vous êtes tranquille, hein, l'aquaculteur, il n'aura pas de contamination dans ces conditions-là. Et l'algue, du coup, passe du vert au rouge et elle se met à produire des grandes quantités de carotène et de glycogène. Et puis, les flamants roses viennent s'en alimenter et deviennent roses. Voilà, donc cette première partie concernait vraiment l'application, on va dire, autour de la santé et de l'alimentation humaine-animale. Et donc, je vous ai donné quelques exemples de molécules. Ce sont les molécules d'intérêt hein, qui sont utilisées, voilà, à travers lesquelles on parle de algues et santé. Si on revient au schéma de tout à l'heure, je vous ai dit également qu'il y avait une application des algues comme phycocolloïdes, hein, donc comme texturant, comme épaississant ou gélifiant. Donc c'est ce qu'on appelle l'application de type hydrocolloïde. Donc c'est la deuxième application mondiale. Alors il y a trois grandes familles de molécules, ce qu'on appelle les carragénanes, qui sont extraits des algues rouges, et les agar-agar. Et puis vous avez la grande famille des alginates. Donc vous les retrouvez dans le monde alimentaire sous les appellations E401, 402, 403. Alors vous regarderez sur votre tube à dentifrice, vous regarderez sur votre crème fraîche, si vous retrouvez ces petits numéros-là, c'est la trace de ces fameux texturants. Alors je vous ai mis, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, mais globalement je vous ai fait 2 diapos. Une diapo sur les carragénanes, donc qui sont extraits des algues rouges. Les deux grandes stars autour des carragénanes, vous avez le Chondrus crispus, c'est celui que je vous ai mis ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui fait des petits reflets bleus. Et puis vous en avez une grande que je vous ai pas mis ici parce qu'elle est cultivée et plutôt dans les pays asiatiques. Donc les carragénanes, ce sont des sucres hein, qui sont dans la paroi des algues et donc qui vont donner des textures gélifiantes ou épaississantes. Toujours chez les algues rouges, vous avez ce qu'on appelle les agar-agar. Donc qui sont d'autres types de sucres, hein, un peu moins sulfatés que les premiers, et que vous allez retrouver comme dans les milieux de culture pour les bactéries ou dans les bonbons. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi ça saute. Voilà, donc ils sont utilisés en tant que gélifiants, épaississants, texturants. On va les substituer aux matières grasses, ils vont lier toutes vos préparations.
sont des exhausteurs d'arômes, c'est-à-dire qu'ils vont relever un peu les arômes et puis ils maîtrisent la formation de cristaux de glace. Si vous achetez une glace et puis vous apercevez en enlevant le papier qu'il y a plein de cristaux, c'est sûr que c'est une glace qui n'a pas eu de carragénane. Les carragénanes, ils homogénéisent bien votre préparation. Ils contrôlent la rétention d'eau, ils évitent les cassures lors de la cuisson, ils favorisent l'extrusion, ils apportent de la brillance de surface. Donc quand vous allez vous promener à Carrefour ou dans n'importe quel supermarché, vous voyez tous les plats préparés, tout ce qui brille, il y a un peu de carragénane. Donc ça, ce sont les fameux E407 qui sont sous forme de sel. Alors vous les retrouvez aussi en cosmétique et en parfum. Donc là aussi, pour les mêmes propriétés, liant des surfaces abrasives, ils vont contrôler la rétention d'eau, et on l'utilise comme texturant, contrôle le relargage aussi des composés parfumants. Alors vous avez dû voir, je ne sais plus si ça existe, parce que moi j'utilise absolument pas ces trucs-là, mais vous avez des déodorants qui ça apparaît comme une forme un peu flasque, très colorée, qui sent, et puis au fur et à mesure ça se dessèche. Bon, là-dedans il y a des carragénanes. Dans votre dentifrice, vous avez une bonne pâte de dentifrice très homogène, il y a des carragénanes. Voilà, stabilisation aussi des émulsions aux huiles. Vous les retrouvez également sur le marché de la pharmaceutique nutraceutique, toujours avec la même idée, c'est-à-dire que ce sont des substances qui sont gélifiantes, épaississantes, donc vous allez les retrouver comme mucoprotecteurs, donc vous les retrouvez dans les préparations là, pour traitement des hémorroïdes, dans des produits diététiques ou pour traiter les ulcères gastriques, ce qui vont venir tapisser votre estomac, donc ils vont venir calmer un petit peu les inflammations. Alors, ils ont été très très utilisés, enfin très recherchés également dans le milieu de la recherche. J'ai travaillé longtemps et je travaille encore sur ce type de molécules. C'est-à-dire que ce sont des sucres qui ont des groupements sulfates. Et il a été montré que ces sulfates, chargés négativement, ils étaient capables de se lier à des récepteurs viraux qui, eux, sont chargés positivement. Et finalement, vous avez votre virus ici, vous avez le carragénane qui englobe, parce qu'il est attiré par les charges positives, il englobe le virus qui est enveloppé, et du coup, la pression entre les charges positives et négatives font exploser la paroi, l'enveloppe, et donc un virus sans enveloppe, il ne peut pas contaminer les cellules. Donc énormément de carragénanes ont montré des activités antivirales et antitumorales. Donc là, je vous ai mis une petite illustration d'un produit qui est commercialisé sur le continent asiatique, qui est justement élaboré à partir d'un carragénane d'algues et qui est vendu comme pour se protéger lors de rapports sexuels contre le sida. Donc évidemment, quand je montre des choses comme ça aux étudiants, je leur dis surtout pas rien ne vaut le préservatif. Il ne faut pas trop s'amuser. Donc là, vous avez une illustration, pas cette fois-ci des algues qui produisent des carragénanes, mais des algues qui produisent des agar-agar. Donc ce sont des alginates que vous allez retrouver chez les algues brunes. Donc je vous ai mis quelques belles illustrations d'algues que vous connaissez, que vous retrouvez sur l'estran ici. Et je vous ai mis cette algue-là qui est Macrocystis, qu'on retrouve sur les côtes plutôt californienne ou australienne, qui est une algue incroyable parce qu'elle fait plus de 50 mètres de long, à partir desquelles on extrait les alginates. Alors les alginates, vous les connaissez. L'exemple le plus courant, c'est chez votre dentiste quand vous faites une empreinte dentaire. Sur place, il vous fait une préparation, il vous colle ça dans la bouche et vous avez ce texturant qui est assez incroyable parce qu'il est soluble dans l'eau froide. Et il se gélifie en très peu de temps. Et c'est vraiment quelque chose de très très costaud. Il faut vraiment le faire chauffer à très haute température pour qu'il redevienne soluble. Alors je vous ai mis quelques autres illustrations. Et ben voilà, ça saute, je ne sais pas pourquoi. Alors le Gaviscon, c'est la diapo qui a sauté ici. Vous avez une illustration qui est sur la petite table. Peut-être que vous connaissez ce médicament. Souvent qu'on utilise chez les femmes ou les enfants qui ont des remontées gastriques. Les femmes enceintes, là, le bébé écrase un peu le ventre, alors on a des remontées acides. Donc l'alginate, il va venir tapisser un peu encore l'estomac et voilà, calmer un petit peu l'action de la compression du bébé, ou chez les bébés aussi qui ont des reflux. Donc le Gaviscon, vous trouvez également, alors ce ne sont pas les alginates, mais d'autres
polysaccharides que vous trouvez dans la paroi des algues brunes, qui sont vendus sous la forme de dragées là, avec le médicament Fuca. Là. Voilà. Et puis vous allez les retrouver également. Voilà, je remets. Vous allez les retrouver aussi dans tout le milieu des teintures. Hein. Ce sont des molécules qui sont capables de fixer les pigments. Hein, donc vous les retrouverez dans les tissus. Voilà. Alors une diapo que j'aime bien, qui est assez étonnante. Là aussi, vous allez retrouver des alginates dans la composition de certains pansements. Alors, je suis allée sur un salon l'année dernière ou il y a 2 ans. Bon, il y avait une société qui vend je pense que c'était Urgo, je ne sais plus là, une des 2 sociétés qui vend ces pansements qui disait qu'ils allaient arrêter. Alors, c'est des pansements que vous ne trouvez pas forcément dans le commerce, hein, qui sont utilisés pour les grands brûlés, les accidentés de la circulation. Et donc, vous allez retrouver les alginates dans ces pansements. Et les alginates ont plusieurs activités biologiques qui sont cicatrisants. Ils vont maintenir une certaine humidité. Ils vont favoriser ce que je vous ai écrit, le processus de reconstitution cellulaire, hémostatique. Et ils vont aussi prévenir le risque infectieux. Donc, vous voyez, pas mal d'applications hors le côté texturant, mais avec des vraies activités biologiques. Voilà, donc pour terminer, la dernière application, on va dire mondiale, la première, c'était, vous vous souvenez, c'était l'algue comme légume. Hein. Après, vous avez tous les texturants. Et puis enfin, vous avez un dernier petit pourcentage au niveau mondial. C'est tout ce qui était alimentation donc animale, cosméto et thalassothérapie, et puis médecine et pharmacie. Et puis vous avez toute l'application agricole autour des amendements. Donc là aussi, je vous ai mis quelques illustrations. Là, la vitamine E extraite de certaines algues brunes qu'on va retrouver en cosméto. Hein, dans tout ce qui est un peu huile, vous savez, l'été, pour adoucir un petit peu le corps, on utilise après la plage des huiles. Hein, vous retrouverez des extraits d'algues riches en huile dans ces crèmes-là. Alors je vous ai mis quelques illustrations dans d'autres pays. Voilà, d'autres applications en cosméto. En complément alimentaire, on les a vus tout à l'heure là avec les carotènes. Voilà, complément alimentaire aussi pour les animaux. Les usages agricoles, alors ça c'est l'aspect un petit peu santé végétale. Il a été donc les algues, vous le connaissez bien, vous êtes tous bretons, je suppose. Donc on utilise les algues comme amendement et comme engrais vraiment depuis des siècles ici en Bretagne. Hein. Même moi, je vais les récolter et puis je mets ça dans mon jardin. Moi, je suis du côté de Vannes, sur la presqu'île de Ruisse. On a des algues qui sont assez proliférantes sur l'estran. Eh bien, les communautés de communes les ramassent toutes et elles vont toutes directement dans les champs. Elles sont toutes valorisées du côté de la presqu'île. Et effectivement, quand on s'intéresse un peu au niveau scientifique en termes de molécules, effectivement, il y a un certain nombre de molécules qui ont montré des activités de croissance, qui étaient actives sur la croissance des végétaux. Alors, un des produits phares qui a été découvert en Bretagne, c'est dans la société Goemar, que vous connaissez peut-être, hein, qui est sur Saint-Malo, qui a été vraiment un des leaders en France sur la production de molécules pour stimuler la croissance des végétaux, mais aussi améliorer la qualité des sols. Alors, je vous ai remis je l'ai remis hier, hein, une petite illustration de l'utilisation de l'hythotamnium comme amendement, hein, dans les champs pour les rendre beaucoup plus légers. Mais je vous ai dit tout à l'heure, hein, on n'a plus le droit de le récolter. Donc normalement, vous ne devriez pas retrouver des sacs comme ça commercialisés. Voilà, donc à l'international, hein, il n'y a pas que les Français qui font des produits à partir d'algues, hein, pour stimulateurs de croissance. Donc je vous ai mis quelques illustrations. Voilà, donc si je reviens maintenant un peu sur l'utilisation des algues en Bretagne, donc rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait surtout les algues comme texturants et puis en cosméto et en chimie. Il y a à peu près 70 000 tonnes d'algues qui sont récoltées par an en Bretagne, et plutôt des algues sauvages. On a une diversité incroyable d'algues en Bretagne. Je vous ai dit, il y a à peu près 10 000 algues
espèces de macroalgues sur la planète. Il y en a 700 en Bretagne, avec une longue tradition. Il y a plus de 80 entreprises qui travaillent en France et énormément en Bretagne. Vous voyez, c'est un petit travail qu'avait réalisé une des étudiantes qui avait essayé de comptabiliser toutes les entreprises qui travaillaient autour des algues en Bretagne. Alors ce sont là encore des diapos que j'ai empruntés à l'équipe d'Agrocampus à Rennes qui a fait un énorme travail sur l'utilisation des algues en Bretagne. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu les noms d'espèces, vous voyez à quoi correspondent les différents sucres, c'est-à-dire agar-agar, alginate, carragénane. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo ici. Donc vous voyez que ici vous avez les différentes catégories d'algues. Donc les algues de fond, en profondeur, d'échouage, les algues de rive. Alors les algues de rive, c'est celles que vous avez dans la fleur d'eau, à peu près jusqu'au mollet. Et puis les algues de culture. Ici vous avez les producteurs, les espèces d'algues, transformation et les produits qu'on va élaborer à partir de là. Donc les producteurs, donc en Bretagne, vous avez un certain nombre de goémonies embarquées. On a les récoltants à pied, comme Scarlett. Et puis vous avez certains algoculteurs. Et puis ici, donc, vous avez les espèces dont on a parlé tout à l'heure. Vous retrouvez les laminaires. C'est celles qu'on va récolter. Alors, vous avez dû entendre parler, les récolter avec le fameux Scooby-Doo. Vous savez, le pieu qui plonge dans l'eau et puis qui vient arracher. Donc, il vient arracher les algues de fond donc, par les goémoniers. Ce sont des laminaires. Les algues d'échouage, vous allez retrouver certains gélidiums. Voilà, ici vous avez les algues de riz, vous retrouvez le chondrus, vous savez, celui qui a des petits reflets bleus. À pied, vous pouvez récupérer du fucus ou ascophyllum, vous les avez vus tout à l'heure, puis vous les retrouvez dans les étalages chez le poissonnier. Et puis donc, soit de culture ou de riz, vous retrouvez la palmaria, donc c'est la dulce. Le porphyra, c'est celui du nakisushi. Et ça, c'est Undaria, c'est le wakame. Voilà. Transformation, donc voyez, extraction en Bretagne, c'est surtout les sucres qui nous intéressent. Donc maintenant vous les connaissez, alginate, agar-agar et carragénane. On peut sécher et broyer, et puis là on va avoir des farines, des poudres, des engrais ou des solutions liquides. Et puis tout ce qui est algues de culture et algues de rive, voilà, on va aller sur plutôt des molécules ou des produits en alimentaire ou en santé. Et donc là, juste, c'est des données assez récentes, vraiment de ces équipes-là, de 2014. Vous voyez que vous avez tous les départements bretons et puis à peu près les kilos qui sont récoltés. Et cette petite carte, elle vous montre juste les spots d'alcoculture, les algues de rive, les algues d'échouage et les spots de laminaire. Voilà. Alors, je voulais juste terminer la conférence. Je ne sais pas où j'en suis, Anaïg. Ça va ? Moyen, bon. Donc, juste pour vous dire que, globalement, j'espère que je vous ai donné une bonne illustration déjà des algues que vous pouviez récolter en Bretagne, des molécules qui étaient intéressantes dans les algues et donc dont on peut parler de potentiel santé, que ce soit pour votre chat ou votre voisin. Et je voulais juste terminer avec quelques diapos sur le travail que nous réalisons au laboratoire. Et je voulais justement commencer par une diapo qui est à mon sens très importante et un peu qui est au cœur de notre travail, mais qui pourrait être comparable à un chercheur qui travaille sur une plante terrestre. C'est-à-dire que les végétaux et donc les algues, comme vous le savez, ce sont des organismes fixés. D'accord ? Donc, face à des contraintes du milieu ou face à l'homme ou un animal, s'il y a un danger, ils ne peuvent pas prendre leurs jambes à leur cou et s'en aller. Ils sont prisonniers de leur environnement, de leur substrat. Donc ça, c'est valable pour les végétaux terrestres, c'est valable pour les algues, c'est valable aussi pour les organismes que je vous ai montrés tout à l'heure. Une éponge ou une cnidaire, ce sont des organismes qui ne sont pas très mobiles, qui sont fixés, ou qui ne bougent pas beaucoup. Et donc, tous ces organismes-là, et donc les algues, pour faire face aux facteurs abiotiques, c'est-à-dire à l'hydrodynamisme, la houle, les vagues, à l'immersion, l'émersion avec le jeu des marées, les radiations lumineuses qui peuvent être très importantes en plein été, des températures qui peuvent être froides, chaudes, etc., les variations de salinité, l'action de l'homme,
ou alors des facteurs abiotiques, c'est-à-dire une patelle qui vient manger une algue, une autre algue qui vient s'installer sur l'algue de départ. Après, il faut essayer de trouver sa place face à la lumière, face à l'espace. Et voilà, et l'algue, elle ne peut pas bouger pour s'adapter. Et donc, avec tous ces facteurs-là, il faut pouvoir se reproduire, se multiplier, etc. Et donc, la clé de tout ça, ce sont les molécules chimiques. En fait, les mécanismes de défense des algues face à ces contraintes-là, il y a effectivement, ils peuvent adapter leur morphologie, leur physiologie, mais ce sont les molécules de défense qui, en fait, nous intéressent au laboratoire. Vous ne pouvez pas bouger. Comment vous vous défendez vis-à-vis d'un prédateur? Eh bien, c'est de produire des substances qui vont l'écarter. Je vous ai mis quelques illustrations, juste pour vous montrer. Alors, effectivement, c'est un dessin qui est extrait d'un livre de Cabioche sur la reconnaissance des algues sur l'estran. En fait, ce schéma-là, il a été fait par un chercheur incroyable qui était à l'université de Bretagne occidentale et qui s'appelait Jean-Yves Floch, qui est décédé, mais qui a proposé ces différents faciès en milieu battu. Donc imaginez un milieu très tourmenté et puis ici un milieu abrité, beaucoup plus calme. Donc juste pour vous montrer que face à la houle, face aux battements, aux embruns, etc., eh bien, vous n'allez pas retrouver les mêmes espèces d'algues et elles vont devoir s'adapter dans ces différentes conditions-là. Alors, elles s'adaptent morphologiquement, mais aussi chimiquement, et notamment grâce au sucre dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameux polysaccharides de paroi, les alginates, etc., qui vont être peut-être plus puissants du côté battu que du côté abrité. Même chose, il y a la contrainte de la lumière, c'est-à-dire que tout le long du faciès, vous n'allez pas retrouver les mêmes algues, puisqu'elles ne vont pas pouvoir toutes répondre aux mêmes conditions lumineuses, puisque les absorptions des différents UV, de la lumière, n'est pas la même. Et donc effectivement, c'est assez curieux, mais vous avez les algues rouges, souvent qui se retrouvent plutôt tout en bas de l'estran, parce qu'elles ont un potentiel d'adaptation vis-à-vis de la lumière qui est différente, par exemple, d'une algue verte qui sera toujours en haut de l'estran. Et ce potentiel-là d'adaptation, c'est les fameux pigments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment les carotènes et la fucoxanthine. Alors là aussi, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au laboratoire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux molécules qui vont permettre aux algues de survivre aux fortes intensités lumineuses. C'est-à-dire que quand l'eau se retire, vous avez les algues qui sont notamment tout en haut de l'estran qui vont être exposées très fortement aux UV. Donc comment elles font pour se défendre, parce qu'elles ne peuvent pas aller se cacher tout à coup, changer d'endroit. Comment elles font pour pouvoir se défendre? Donc nous, on s'intéresse aux molécules de défense des algues vis-à-vis des UV. Alors, il y a le côté évidemment écologique qui nous intéresse, mais on se dit, si l'algue est capable de se défendre vis-à-vis des UV, on va peut-être pouvoir extraire ces molécules et puis les intégrer dans des crèmes. Donc on va retrouver toujours un petit peu le même type de molécules. Donc pour faire face à ces contraintes-là, vous avez effectivement certaines vitamines qui sont synthétisées par les algues, la vitamine E et C, les fameux pigments tout à l'heure dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis ces molécules de défense qu'on appelle des polyphénols. Et selon l'intensité lumineuse, le métabolisme va jouer avec la production des uns et des autres. Alors il y a 3 grandes familles sur lesquelles on travaille au laboratoire, les fameuses mycosporines qu'on appelle les MAA. Ce sont des molécules qui ont ces formes-là, plutôt azotées. Alors, il y en existe de très très nombreuses et ce sont des molécules qu'on va retrouver surtout chez les algues rouges. Donc nous, on s'intéresse notamment à ces molécules qu'on retrouve chez une algue rouge qu'on appelle Soleria cordalis, que peut-être vous connaissez, c'est celle qui vient s'échouer sur la presqu'île de Ruisse. Et donc ces molécules-là, elles ont un fort potentiel anti-UV et antioxydant. Voilà, une autre famille de molécules dont on s'intéresse pas mal au laboratoire, ce sont les caroténoïdes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui là encore, eux, sont assez importantes chez les algues brunes.
qui ont pareil un petit peu les mêmes rôles antioxydants et que là aussi on pourrait utiliser comme complément alimentaire hein, pour protéger la peau et prolonger le bronzage. Vous avez les fameux Florotana, alors eux ils sont assez intéressants, vous allez les retrouver également chez les algues brunes en forte concentration. Donc là je vous ai mis quelques illustrations des molécules, là toujours à gauche. Et ils sont assez étonnants parce qu'ils ont là encore pas mal de propriétés. Donc la molécule de base c'est le fluoroglucinol, hein, je vais assez vite là, désolé. C'est la molécule qui est tout en haut ici. La molécule de base, et puis vous avez différentes formes qui existent chez les algues brunes. Alors ils ont une forte activité antioxydant, ils ont aussi un rôle écran, ils ont un rôle anti-fouling, c'est-à-dire qu'ils empêchent les bactéries de se déposer sur l'algue. Parce que là, imaginez, vous avez une plante qui ne peut pas bouger, forcément vous avez des bactéries hein, qui vont venir s'installer. Et donc l'algue va pouvoir moins respirer, donc il faut bien qu'elle se défende de ce dépôt-là. Donc elles ont des activités très fortes anti-fouling et elles ont aussi des activités vis-à-vis des brouteurs. Hein. Donc j'ai pas mis anti-brouteur, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, très efficace là-dessus. Alors vous retrouvez le fluoroglucinol dans un médicament. Le Spasfon que vous connaissez probablement. Alors par contre là la molécule c'est une molécule chimique hein, qui n'est pas extraite des algues hein, mais qui est maintenant synthétisée au niveau industriel. Donc petite illustration juste de différents travaux que j'ai piqués cette fois-ci à une collègue avec laquelle on travaille beaucoup qui est à l'université Bretagne occidentale qui est Solène Conan qui, elle, s'intéresse à toutes les molécules dont je viens de vous parler, mais plutôt du côté écologie. Nous, on essaie de les extraire, d'améliorer les principes d'extraction et de les valoriser. Elle, c'est l'aspect très écolo qui l'intéresse. Et donc, elle a montré ici, vous avez les fameuses mycosporines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un exemple précis de mycosporines. Là, vous avez le total des mycosporines. Et en fonction des radiations lumineuses, vous voyez la production qui augmente avec ces mycosporines. Donc ce sont vraiment des molécules anti-UV. Et ici, vous avez une illustration, alors cette fois-ci des composés phénoliques, selon les saisons, chez Pelvesia canaliculata, qui est une petite algue brune que vous trouvez tout en haut de l'estran. Et là, vous avez différentes algues brunes que vous trouvez à différents niveaux sur l'estran, hein, du haut vers le bas. Et là, vous voyez que selon le niveau où elles se situent sur l'estran, eh bien, vous avez une teneur en composé qui n'est pas la même. Alors, pareil, imaginez, vous avez votre algue qui est bien fixée sur votre rocher, et puis qui est par exemple dans une cuvette. L'eau se retire, et donc vous avez cette cuvette qui est exposée au soleil, donc évaporation de l'eau. Donc vous allez avoir une concentration de sel qui va augmenter énormément. Donc là, vous avez vos algues qui se retrouvent dans des conditions environnementales vraiment très négatives pour leur développement. Et bien là encore, comment elles font pour survivre dans ces conditions-là? Eh bien, elles pratiquent l'osmorégulation et notamment grâce à ces petites molécules ici qu'elles sont capables de synthétiser dans ces conditions-là. Et donc nous, là encore, on s'intéresse à ces molécules-là puisque si l'algue se produit pour se défendre, on se dit que ces molécules, elles peuvent être valorisées en santé animale ou santé végétale ou santé humaine. Et le dernier exemple que je vous ai pris, c'est justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'algue, elle est fixée. Donc vous avez toute une petite communauté de micro-organismes qui va s'installer à sa surface. Alors certains vivent très bien avec l'algue, d'autres moins bien. Et donc la solution qu'a trouvé l'algue pour se défendre vis-à-vis de ce dépôt, hein, de ce biofilm, c'est de synthétiser certaines molécules ici. Hein, je vous ai mis elles sont très connues, hein, les furanones bromés ou halogénés, les méroditerpènes chez Alhydris. Ici, c'est les furanones d'Ilicea. Ce sont des molécules qui ont été isolées par de nombreux scientifiques dans différentes familles d'algues et qui montrent vraiment des activités anti-fouling, c'est-à-dire anti toute cette petite communauté que vous avez ici. Et à gauche, c'est une illustration en microscopie électronique ici à balayage où vous retrouvez
ou la communauté des bactéries à la surface de l'algue. Donc vous voyez une algue fixée qui produit des molécules. Donc il y a énormément de scientifiques qui se sont intéressés à ces molécules pour essayer de les valoriser. C'est vraiment le domaine des chimistes des substances naturelles et ils s'éclatent avec ces molécules-là. Donc juste pour vous montrer, entre 1984 et 2014, le rythme des découvertes. C'est-à-dire que par exemple, chez les algues vertes, vous avez environ une molécule par mois qui est découverte. Chez les cyanobactéries, donc ce sont les microalgues dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui appartiennent aux bactéries, 2 molécules par mois. Chez les algues rouges, algues brunes, c'est 1 molécule par semaine. Cnidaire et les éponges, voilà, ça peut aller jusqu'à 5 molécules par semaine. Donc, quand j'ai préparé la conférence, j'ai replongé dans la littérature et vous verrez dans tous les articles qu'on vous propose de vulgarisation plus ou moins scientifique, tous les jours, toutes les semaines, on vous dit, voilà, chez Porphyra, on a trouvé une molécule antivirale, anti-tumorale, antioxydante. Il y a énormément de choses là-dessus. Et voyez, le rythme des découvertes, il est très très intense. Après, ce sont des travaux scientifiques. Ces molécules-là, elles ne sont pas forcément valorisées et vous n'allez pas forcément les retrouver dans le commerce. Donc il faut que vous fassiez attention. Et juste pour terminer la conférence, je vous ai mis 2 exemples de molécules qui sont vraiment commercialisées aujourd'hui. Donc vous avez une des plus connues, c'est l'acide caïnique, qui a été utilisé en Asie depuis des millénaires comme antihelminthique. Alors cet acide-là a été isolé au départ à partir d'une petite algue rouge qui s'appelle Digenea simplex. Dans toute la littérature, vous allez la retrouver comme exemple. Alors c'est cette petite algue-là, voilà, avec la molécule en question. Alors elle est très utilisée en Amérique du Nord, mais pas du tout encore en Europe. Voilà, et elle est commercialisée comme outil biologique entre 6 et voilà, 10 $ environ le milligramme. Alors d'où vient cet acide commercial? Vous voyez, les scientifiques, quand ils ont mis la main dessus, ils se sont intéressés tout de suite à synthétiser la molécule. Parce que c'est plus facile de la fabriquer au laboratoire que de se mettre à cultiver des algues. Et le prix moyen de cette molécule, c'était 10 $ par milligramme. Il y a énormément de méthodes qui ont été utilisées. Et puis finalement, c'est un des rares cas où il s'est avéré que l'extraction naturelle, à partir de l'algue, était moins coûteuse. Alors, ils ont essayé chez Digenea simplex, donc l'algue d'origine. Et donc, c'était pas facile de la cultiver. Donc maintenant, on récupère l'acide caïnique à partir d'une autre algue rouge, Palmaria palmata, que vous connaissez, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Deuxième exemple de molécules extraites des algues et commercialisées. Donc, vous avez la phycoérythrine, qui est une... alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je n'ai pas insisté, donc peut-être que vous n'en souvenez pas. Je vous ai dit que chez les algues rouges, vous aviez des pigments rouges qui appartenaient aux phycobiliprotéines. Et la phycoérythrine est un exemple de ces pigments-là. Donc ça, c'est une algue, c'est un pigment qui est actuellement commercialisé comme outil fluorescent, très utilisé en biologie moléculaire. Et donc, vous voyez le prix qu'il est, qu'on retrouve sur le marché. Donc il est voilà, à peu près 352 € le millilitre. Donc c'est une molécule qui est très coûteuse. Donc vous avez beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à la production de phycoérythrine. Et donc là, clin d'œil avec l'équipe de Joël Florence dont je vous ai parlé tout à l'heure, le scientifique qui travaille sur les protéines d'algues. Donc son équipe travaille sur la mise au point de nouveaux procédés pour produire la phycoérythrine. Donc globalement, pour terminer, voilà, les algues, une véritable source de molécules, innocuité des algues, biocompatible avec la peau, habilité en nutraceutique, beauté. Vous avez un approvisionnement français. Et puis ce qui est intéressant, en Bretagne en tout cas, vous avez pas mal de laboratoires d'extraction et puis des outils en biotechnologie. Donc plus d'hésitation, devenez phycophage. Donc là, vous avez une photo de une ancienne de nos élèves là, qui
tentent de manger des solérias. Quand je vous disais, hein, on a des échouages de solérias sur la presqu'île de Rhuys. Vous voyez, la plage est toute rouge. C'est assez intéressant. Et puis, je vous avais juste ajouté ça. Il y a un guide des bonnes pratiques de récolte des algues en Bretagne. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc peut-être que vous reparlerez de ça dans la semaine. C'est important. Il est téléchargeable à l'adresse suivante. Hein. On fait de plus en plus de conférences sur les algues. On va de plus en plus sur l'estran pour apprendre aux gens à les reconnaître. Et donc il y a de plus en plus de prélèvements. Et donc il faut faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, et puis dernière petite diapo, une petite récolte, probablement peut-être de Scarlett. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je ne vous ai pas trop épuisé. Merci. Merci Nathalie. Donc moi, ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est que voilà, on parle beaucoup des algues en alimentation humaine, en santé ou en santé végétale. Donc je voulais que, en repartant, vous ayez une idée des algues que vous pouvez consommer. Et d'une part, pourquoi on utilisait le terme santé et quelles molécules étaient un petit peu responsables de ce point de vue-là. Donc, mais globalement, personnellement, il faut que vous mangiez équilibré, il faut respecter les saisons et voilà. Les algues sont un élément. On n'est pas tellement habitués, nous Français, à manger des algues. Elles ont un sacré potentiel, ça c'est incontournable, avec des atouts. Voilà, mais il ne faut pas vous mettre ce soir à manger que des algues à la maison. Hein, voilà, faut introduire ces choses-là dans votre alimentation, voilà, si ça vous tente. Hein, après, alors il y a peut-être des cours de cuisine cette semaine, je ne sais plus, Anaïg. Il y a un atelier, il y a plein de choses à faire qui sont vraiment intéressantes au-delà du sushi et naki, etc. Donc ça, c'est à découvrir. Donc moi, en auvergnate, j'essaie un petit peu. Hein. C'est pas toujours facile, mais il y a plein de choses à faire. Moi, j'en cuisine un peu à la maison, hein, c'est sûr. Mais c'est toute une culture qu'il faut s'apprivoiser. Voilà. Mais il y a un vrai potentiel de molécules. Après, honnêtement, quand on vous dit mangez celle-ci parce qu'elle est antioxydante, voilà. Moi, je suis toujours un peu suspicieuse. Ça dépend d'où elle a été récoltée, comment elle a été traitée. Voilà. Il ne faut pas les ramasser dans le port de l'Orient et vous faire une salade avec. Voilà. Vous pouvez aller les collecter dans des endroits très propres. Hein, là, il n'y a pas de problème. Et vous faire une salade avec, les mettre dans une quiche. Il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne peut pas garantir que l'algue que vous avez récoltée, c'est compliqué. Après, vous avez des professionnels derrière. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie ? Bonsoir, vous êtes passé assez rapidement sur le lithotam. On en trouve du lithotam et j'ai pas bien compris pourquoi vous disiez que maintenant on ne pouvait plus le trouver pour l'agriculture, mais on le trouve pour la consommation humaine. Le lithotam, on le récupérait un peu au large. Alors je ne sais plus exactement si c'était du... Comment ? Ouais, voilà. Pendant longtemps, on le récupérait là. Et donc, les bateaux raclaient un peu le fond sous-marin et récoltaient le lithotam qu'ils mettaient sur le bateau. Et en fait, les écologistes et puis certains scientifiques se sont intéressés au prélèvement du lithotam qui, en fait, le fait de racler un peu le sol dénaturait les fonds sous-marins. Donc, j'ai organisé un petit colloque en 2015 auquel est venue une spécialiste de cette algue-là, elle travaille à Roscoff. Donc, je savais qu'elle travaillait sur lithotam et je lui ai demandé, donc c'était septembre 2015, s'il y avait encore des récoltes de lithotam. Et elle m'a dit que c'était complètement arrêté. Donc, effectivement, cette algue-là calcaire, c'est une algue rouge qui est calcaire, elle a un réel potentiel en termes de source
de calcium. Et c'est vrai qu'elle a été utilisée depuis longtemps comme amendement dans les sols pour les alléger. Puis il y avait le côté aussi complément alimentaire parce qu'elle est riche en calcium et c'est un calcium qui est très facilement assimilable par l'homme. Donc un vrai potentiel, que ce soit agriculture ou santé. Mais depuis, voilà, je ne l'ai pas revu depuis, peut-être que ça a changé. Mais enfin en septembre 2015, elle m'avait dit c'est terminé, on n'a plus le droit de le récolter. Après, vous baladez sur les strands, vous gratouillez un peu les rochers, vous allez en trouver parce qu'il y en a qui viennent s'échouer. J'en ai dans mon panier, hein. C'est des petits... c'est très joli. Et vous à quelle profondeur? Oh bah écoutez, je sais pas, moi, au moins 20 mètres. Hein. C'est une algue que vous trouvez d'une grande profondeur. Bon, quand on fait les sorties avec les étudiants, on en trouve toujours quelques exemples à leur montrer parce qu'ils viennent s'échouer. Elles viennent s'échouer. On parle beaucoup de spiruline et on parle également de l'Aphanisomeno flossacquae. Quelle est la différence entre l'Aphanisomeno flossacquae? C'est une algue verte également du lac Klamath. Bon, c'est une microalgue? Oui. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir quelle différence il y avait pour la santé. Je ne la connais pas, la deuxième. Je ne suis pas très bonne en microalgues, moi. Alors la spiruline, elle est connue depuis des millénaires. Hein. Je vous dis, dans tous les pays du monde, il y a toujours un coin où on cultive un peu de spiruline. Elle est assez étonnante. Hein. Si vous vous recherchez un peu de littérature dessus, il y a des activités antivirales, anticancéreuses. Elle est assez incroyable. Alors après, c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Sous la forme qu'elle a été conditionnée, cultivée, etc., moi, je ne peux pas vous assurer que cette boîte-là, elle est anticancéreuse. Celle-ci, par contre, c'est clair que c'est une algue qui est très riche en protéines. Et puis, on a quelques cultivateurs de spiruline en Bretagne, sur la presqu'île de Ruisse. On a même un étudiant de l'UBS qui a lancé son entreprise et qui fait des gâteaux avec des pâtes de spiruline et du chocolat. Voilà, donc l'autre algue, je la connais pas. Aphanisomeno flossacquae. Je ne sais pas très bonne, je sais pas. Non. Vous avez parlé de les algues qui sont un intérêt pour les traitements, pour les risques cardiaques. Quelles sont les algues qui sont intéressantes pour traiter l'hypertension et les risques cardiaques? Donc on disait plutôt pour les risques cardiaques, les algues qui sont riches en calcium. Donc il y a le wakame, Undaria. Donc c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais pour les maladies cardiovasculaires. C'est ça, puis l'hypertension. Voilà, la dulce, hein, je pense, la palmaria et le wakame, c'est les deux qui me viendraient à l'esprit. À mettre dans l'alimentation, c'est ça? Hein? Oui, voilà. Mais là encore, si vous avez une alimentation équilibrée et que voilà, vous ne mangez pas trop de gras, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin voilà, il y a plein de bon sens en fait. Hein. Moi, il faut respecter les saisons, voilà, et il faut pas abuser, il faut pas aller dans les extrêmes, manger que de l'un ou que de l'autre, quoi. Il faut essayer d'être. Ne vous mettez pas à manger des algues demain matin au petit-déj et toute la journée, voilà. C'est sûr que là, vous allez être mince. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gras. Hein. Monsieur Bourseau. Monsieur Bourseau. D'abord, Nathalie, Madame Bourguignon, merci pour cette jolie conférence. Très bien illustrée, très bien colorée, très intéressante. Et je voudrais rebondir sur le schéma que tu nous as montré, ou les schémas, qui montrent que finalement les pays les plus gros producteurs sont ceux où se font la culture, en fait. Ben oui, oui, tout à fait. Donc je voulais savoir si tu avais des informations justement sur les projets ou les perspectives à court ou à moyen terme de culture sur nos côtes et en particulier en Bretagne. Pas sur nos côtes ou à l'intérieur d'ailleurs. Alors, quand je suis arrivée en Bretagne, il y avait des essais de culture autour de Ouessant avec le fameux wakame, la Undaria. Mais je pense que ça n'existe plus.
Il y a des essais il y a des cultures d'Asparagopsis armata. Alors c'est une petite algue rouge qui est assez jolie, qui a des crampons, qui est facile à identifier, parce qu'elle a des principes actifs qui intéressent les industriels. Donc je pense qu'Asparagopsis, elle est toujours en culture en Bretagne. Alors est-ce qu'elle est hors sol ou en pleine mer? Je pense pas, elle doit être hors sol. La station biologique de Roscoff, donc on est Paris UPMC, ils ont un gros projet qui s'appelle Génial, qui inclut justement les aspects culture. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles les scientifiques, en tout cas en Bretagne, se penchent. Il y a eu des négociations pour installer des cultures en mer au large de Mouellan, qui sont tombées à l'eau, c'est le cas de le dire. Voilà, parce qu'effectivement, je peux comprendre, on a très peu de recul sur le lancement de cultures sur plusieurs milliers d'hectares au large de nos côtes. Donc les gens ont un peu peur, ce que je peux comprendre. Et moi, j'ai pas assez de connaissances là-dedans pour dire si ça vaut le coup de le faire ou pas. En tout cas, les cultures dans les raceway, donc dans les tanks, ça existe en Bretagne, ça existe du côté de Champ-Paul-Bro, là en Vendée, chez Innovalgue. À Sérac aussi, la spiruline. Comment? À Sérac, à sa biotech. Bien sûr, tout à fait. Et puis, alors ils font pas macroalgues, ils font micro. Non, ils font que la micro. Ouais, voilà. Puis il y a tout le potentiel que vous avez dans votre laboratoire autour de Nantes avec Algosolis. Donc il y a plein de projets qui se mettent en place autour de la culture des algues. Alors voilà, alors je sais que le CEVA, donc le Centre d'études de valorisation des algues à Pleubian, ils ont une concession au large dans leur coin, mais ils ont rien lancé encore. Mais je me demande s'ils n'ont pas aussi une culture sur le sol. Sur le sol certainement, mais ils ont une concession en mer, mais je crois qu'ils y sont toujours pas. Donc pour l'instant en Bretagne, je dis à part le petit spot d'Asparagopsis, le wakame, je pense qu'il n'existe plus. Il y avait du côté de Oléron une ferme d'aquaculture de wakame, puis elle s'est fait détruire par une tempête, mais il y a déjà un petit moment. Donc je sais que celle-là a disparu. Il y a pas mal de spots de culture de microalgues. La spiruline, je vous dis, sur la presqu'île de Ruisse. Voilà, quoi. Les macroalgues, ça fait un peu peur en mer. Merci. Marilyn Théophile, je finalise mon Master 2 européen recherche, mais en lien avec la formation des adultes. Ma question, qu'est-ce qui peut expliquer une grande possibilité de récolte dans le Finistère par rapport au Morbihan, qui est vraiment d'une quantité très minime? Je pense que c'est les conditions hydrodynamiques du coin. Elles sont plus... C'est vrai que les récoltes de léminaires, elles se font en Finistère Nord et pas en Morbihan. Les ressources, elles sont là-bas. Alors, est-ce que c'est les conditions de substrat, d'hydrodynamisme qui conviennent bien aux laminaires sauvages que dans le Morbihan ou dans le Golfe il n'y a pas... Je vous dis, au large du golfe du Morbihan, sur le plateau rocheux, c'est les fameux solérianes rouges, là, qui sont accrochés et qui se décrochent quand il y a des grosses tempêtes. Mais il n'y a pas autant de laminaires que dans le Finistère. Je pense qu'il faudrait que vous demandiez à l'équipe de Roscoff, à Philippe Potin là-haut, mais je pense que c'est le milieu qui est... Alors est-ce qu'il y a l'influence de la Manche? C'est probablement des facteurs physiques, écologiques du coin là-haut. Mais c'est vrai que le potentiel, il est de ce côté-là. Comme le gélinium du côté de... Biarritz, Saint-Jean-de-Mont, là en bas, c'est du gélidium qui est là-bas parce que bon, il doit bien, il se plaît quoi. Ouais. Oui, pour revenir un petit peu sur le cas de l'iode, donc est-ce qu'il n'est pas aussi, qu'il serait pas aussi bénéfique de consommer un peu d'iode pour endiguer un peu les effets des perturbateurs endocriniens notamment, pour pouvoir fabriquer une hormone thyroïdienne basée sur de l'iode et non pas sur des halogènes équivalents. Peut-être, mais alors écoutez, moi je ne suis pas spécialiste. Ouais. Peut-être, mais je ne m'engagerai pas, quoi. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, méfiez-vous quand même des algues brunes. Enfin, de toute manière, il faut être assez courageux pour manger une salade d'haricots de mer, parce que quand même, c'est costaud. Est-ce que tu voudrais nous montrer les produits que tu as apportés? Oui. Alors, il ne faut pas que je perde ma ceinture. Donc je vous ai... Alors, c'est vieux, hein, donc je les trimballe avec moi. Donc, vous avez les fameux porphyra. Donc, ce sont le nori pour faire vos maquis. Donc, voilà, ça, c'est typiquement une algue rouge, mais le pigment est tellement rouge qu'il vous apparaît noir. Alors, il y a de la chlorophylle, il y a des carotènes, hein, tous les autres y sont, mais il est tellement important qu'elle vous apparaît noire, donc ça, elle est un peu fatiguée. Hein. Mais donc, vous trouverez ça peut-être à la Cobio ou dans les magasins, je ne sais pas s'il y a des magasins un peu asiatiques ici. Alors, bon, là, tout est écrit en je ne sais plus ce que c'était, si c'était du nori ou non. Donc, algues, donc là, vraiment le légume. Alors ça, c'est le cochayuyo là qu'on m'avait ramené du Chili, qu'on trouvait sur le marché et que on immergeait dans l'eau pour faire des soupes. C'est JP qui m'avait ramené ça du Chili. Donc ça, c'est plutôt côté alimentaire. Donc le fameux wakame, mais il est très très fatigué là. Donc c'est vrai que ça fait un peu haricot de mer. Donc si vous faites du poisson, c'est toujours rigolo de mettre quelques morceaux de wakame à côté. Ça a un goût très marin, donc c'est sympa. Ça relève un peu le poisson. Donc ça, c'est le côté alimentaire. Après, vous avez dû voir ça dans à la Coop Bio. Vous avez des pâtes qui sont bleues. Donc on vous dit, oh là là, elles sont riches en spiruline. En fait, la préparation d'algues, elle a été mélangée. Alors, peut-être pas directement avec la spiruline, mais en tout cas le pigment bleu de la spiruline. Parce que la spiruline, c'est une algue bleue. Hein, et donc, on recherche beaucoup son pigment. Donc là, en fait, vous mangez des pâtes avec ce fameux pigment qui a des activités antioxydantes, etc. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, je suis sûre que, bon, antioxydantes, une fois que tout ça aura bouilli, hein, c'est foutu. Donc là, vous avez... et vous avez plein d'exemples. Vous avez des pâtes au fucus qui sont sympas. Alors, c'est sûr que quand vous invitez et vous faites une petite préparation, vous faites un poisson que vous aurez cuit à la vapeur et dans l'eau, vous aurez mis des algues. Donc, il sera imbibé de ces parfums un peu iodés. Vous avez les algues à côté, les pâtes, un peu de wakame. Bon, c'est vrai que c'est sympa, moi je trouve, je sais ce que je fais. Après, vous avez le côté bière aux algues. Bon, voilà, un style. Donc ça, c'est le côté alimentaire. Après, bon, vous avez les fameux carrageenan que vous retrouvez dans votre tube de dentifrice, hein, pour donner pour homogénéiser la préparation. Et puis vous avez donc les versions crème fraîche. Voilà, et puis après, le côté pharmaco, là, avec le Gaviscon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez l'aspect cosméto. Donc, bon, je vais pas casser la cosméto parce qu'on travaille là-dessus au labo. C'est vrai qu'il y a des vrais principes actifs que développe l'algue pour se défendre des UE, des UV, de la colonisation bactérienne. Donc, il y a des activités antibactériennes, il y a des activités anti-UV, il y a antioxydants, etc., des vrais effets protecteurs. Après, une fois que c'est mis là-dedans, je ne sais pas si ça dure bien longtemps. Hein. Voilà, moi je ne dis pas que c'est mal, hein, mais moi je suis toujours un peu sceptique au niveau de la formulation après. Parce que je le vois bien, nous sur la paillasse au labo, on a certaines molécules qui se dégradent très facilement. Les fluorotanins dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des molécules qui sont très sensibles. Donc voilà, il y a un challenge derrière à trouver des nouvelles formulations pour pouvoir conserver ces actifs. Ah oui, pourquoi pas, loin de la lumière, voilà, mais bon, c'est compliqué, quoi. Mais il y a plein de choses, il y a un challenge. Hein, et derrière, alors après, vous avez... Bon, ça me faisait bien rire, c'était un amincissant à partir de fucus. Il y a plus d'alcool là-dedans que d'amincissant. Je peux vous dire, vous buvez ça, vous êtes sous. C'est des extraits alcooliques, bon, ça n'existe plus. Hein. Mais ça me faisait rigoler parce que je ne suis pas sûre qu'il y avait grand-chose dedans, quoi.
Voilà, alors là, vous avez l'exemple. Ah oui, mais elle est tombée dans mon sac. L'exemple de la spiruline, si vous voulez, je vous fais goûter. C'est assez costaud. Je l'avais acheté en poudre, j'ai jamais utilisé. Il faut l'acheter en gélule. Voilà, donc vous avez plein d'exemples. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il y a un gros potentiel en cosmétique. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent autour des algues et la cosmétique. Donc il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et effectivement, il y a du potentiel. Mais il y a du travail. Hein. C'est comme les biocarburants et les microalgues. Voilà, on n'est qu'au début. Voilà, donc ça, c'était des produits irlandais qu'on m'avait ramenés. Voilà, riches en vitamine E. Riche en vitamine E, donc c'était des extraits de je sais pas quoi, je ne vois rien. Bon, extrait d'algues, là encore. Voilà quelques exemples. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Nathalie, merci à vous. Juste vous dire que le programme Les algues et leurs bienfaits ne fait que commencer ce soir avec la conférence ici. Vous avez un documentaire qui est projeté vendredi en fin de journée. Vous avez une rencontre avec André Bertous qui est récoltant d'algues de rive. Il est comme ça. Mercredi à 18h avec la Maison de la Mer aussi. Et puis samedi, il y a une journée avec Virginie Keva, pardon, je ne voulais pas écorcher son nom. L'atelier complet le matin, mais elle fait une conférence à 15h l'après-midi. Voilà. Donc vous avez toute la semaine pour continuer sur le sujet. Bonne soirée.